Parfait, je pense qu'on va pouvoir commencer cette conférence. Alors, bienvenue à toutes, bienvenue à tous, bienvenue aux personnes qui éventuellement sont sur Internet puis qui nous suivent à distance. Alors, je suis Simon Collin, je suis professeur à la Faculté des sciences de l'éducation de l'UQAM. Je suis aussi directeur du Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante, Université du Québec. Donc, c'est une des 4 antennes du CRIFPE. Dont la direction est basée ici à l'Université de Montréal. Et puis, je suis enfin titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les enjeux socioculturels du numérique en éducation. Donc, ma spécialité, c'est davantage les technologies en éducation, mais c'est pas de ça que je viens vous parler aujourd'hui. C'est davantage donc de la rédaction d'articles scientifiques. Alors, je devrais commencer par être honnête en disant que je n'ai pas fait de recherche empirique sur la manière dont on rédige les articles, sur comment on s'y prend, etc. Cela dit, donc, j'ai fait des lectures et bien sûr, j'ai aussi de l'expérience dans l'écriture d'articles scientifiques, mon expérience à moi, l'expérience de mes étudiants que j'encadre et puis toutes les expériences d'écriture en collaboration avec des collègues, notamment certains qui sont à l'Université de Montréal. Et c'est dans cette perspective-là que je viens partager avec vous, je dirais, les grands principes de l'écriture d'articles scientifiques. Le plan de la présentation que je vous propose, qui va durer sans doute environ 45 minutes, 50 minutes, c'est le suivant. D'abord, passer à travers les objectifs de la présentation, je viens un peu de les annoncer. Ensuite, quelles sont les finalités d'un article scientifique, ça va être rapide. La structure d'un article scientifique, ça va être rapide aussi, tout simplement parce que c'est une structure qui est relativement stable et classique. Vous la connaissez sans doute déjà avec le mémoire, avec la thèse, et puis avec tous les articles que vous avez lus. Il y a des convergences dans la structure. Le processus de rédaction d'un article scientifique, on va le voir aussi. La posture énonciative de l'auteur, c'est quelque chose qui est moins traité dans les ouvrages sur comment écrire un mémoire, comment écrire une thèse, comment écrire un article. Généralement, on traite moins de cette question-là. Pourtant, c'est une question fondamentale. La posture énonciative, c'est la manière dont l'auteur se donne à voir ou la place qu'il prend dans son texte. Comment est-ce que on se positionne quand on est en train d'écrire un article en tant que chercheur. Il y a un positionnement qu'on attend et qui est spécifique au genre de l'article scientifique. On va passer au travers. Et puis enfin, soumission et évaluation d'un article scientifique, quelques petites choses là-dessus. Et puis des questions et commentaires pour le temps qui nous restera. Est-ce que ça vous convient? C'est beau? Alors, objectif de la présentation. Comme je le disais, l'idée, c'est d'expliquer quelques principes. Il y a certains de ces principes-là qui sont vraiment transversaux à l'écriture scientifique d'une manière générale. C'est les mêmes pour un mémoire, pour une thèse, pour un rapport, etc. D'autres qui sont vraiment spécifiques au genre de l'article scientifique. Et une des caractéristiques de l'article scientifique, c'est son format qui est relativement court par rapport aux autres. Donc, ça a certaines contraintes sur la manière dont on écrit et dont on pense l'article scientifique. On va se focaliser sur l'archétype de l'article empirique parce que c'est la forme la plus commune, mais on verra qu'il y a d'autres types d'articles, bienvenue, qui sont aussi tout à fait intéressants à travailler, même si ce n'est pas sur cela qu'on va nécessairement se focaliser. Et puis enfin, la présentation, elle ne se veut pas technique. C'est sûr qu'on va voir des choses qui relèvent de l'expérience, on va voir à la limite des trucs et astuces, mais on ne verra pas, par exemple, les normes APA, on ne verra pas comment on fait une bibliographie, etc. Ce n'est pas ce genre de choses-là qu'on va aborder ici. Ça, vous pouvez le trouver auprès des bibliothécaires qui font un très bon travail là-dessus. Alors, pour rappel, les finalités d'un article scientifique. Alors, quand on écrit un article scientifique, il y a 2 volets. Il y a d'abord le volet en tant que produit, l'article scientifique comme produit. Bon, il vise, dans une version noble, à contribuer à l'avancement des connaissances scientifiques dans le domaine où se situe l'article. Chaque article se rattache à un domaine. Et le but de l'article scientifique, c'est de diffuser ces résultats-là. C'est-à-dire de rendre à la communauté vos trouvailles, ce que vous avez trouvé en tant que recherche scientifique. Il y a un autre objectif ou finalité en tant que produit qui est aussi lié à l'article en tant que produit, qui est de contribuer à son CV. C'est, je dirais, une finalité beaucoup plus pragmatique, mais qui est quand même essentielle. Alors, généralement, quand on est au doctorat, on écrit des articles pour décrocher un poste de prof. Quand on est prof, on écrit des articles notamment pour avoir une promotion, pour obtenir des demandes de subventions, etc. Donc, c'est vraiment l'écriture d'articles, un aspect là, de la carrière de recherche qui est quasiment en permanence. Là, généralement, on a toujours 1 ou 2 articles qui sont sur le feu, qu'on fait avancer petit à petit dans ces différentes finalités-là. Il y a aussi une finalité
qui se rapproche davantage de l'article en tant que processus et ça renvoie à la fonction cognitive de l'écriture parce que quand on écrit, on passe, je veux dire, d'une pensée en réseau, les réflexions, les réseaux qu'on a dans la tête, entre nos idées, nos concepts, nos résultats, nos interprétations, etc. Le passage à l'écrit nous force à mettre tout ça dans une dimension linéaire, donc à linéariser le réseau de pensée qu'on a dans la tête. Et ce faisant, ça nous oblige à une contrainte et à une distanciation vis-à-vis de nos résultats, vis-à-vis de l'interprétation qu'on en donne, etc. De sorte que le processus même d'écriture de l'article scientifique contribue à manipuler, structurer et affiner sa compréhension, ses interprétations, etc. Et il se passe beaucoup de choses dans l'écriture d'un article scientifique qui concourent directement à sa qualité, dans le sens où ça permet vraiment d'aboutir le projet, les résultats, etc. Et ce n'est pas à négliger. C'est vraiment une étape en soi quasiment de la recherche. Ensuite, pour ce qui est de la structure d'un article scientifique, c'est là qu'on ne va pas rester longtemps parce que je pense qu'il y aura peu de surprises pour certains d'entre vous. Un article commence par un résumé, une introduction, problématique et cadre conceptuel éventuellement, mais comme le format est relativement court, on retrouve parfois ces deux parties-là dans une seule qui s'appelle le contexte, okay, pour ramasser un peu les choses, de manière à avoir plus de place pour les objectifs, la méthodologie, les résultats et la discussion qui va être bien importante, on va voir pourquoi. Et puis finalement, une conclusion qui permet de finir l'article. Il y a quelques éléments que je mentionne pour chacun de ces points-là, mais c'est juste à titre de rappel. Alors, différence entre le résumé et l'introduction. On pourrait dire l'introduction, c'est déjà un gros résumé. Oui, il y a quand même une différence entre les deux. Dans le résumé, on annonce les principaux résultats qu'on a obtenus. Donc, on le dit vraiment, c'est en une phrase, deux phrases, on annonce nos résultats. Alors que dans l'introduction, on l'a fini en annonçant non pas les résultats, mais la structure de l'article. Donc, quelles sont les parties, les sections qui s'en viennent. Les résultats ne sont pas annoncés dans l'introduction à la fin, ils sont vraiment juste annoncés dans le résumé, puis ensuite dans la section résultats et discussion. Pour ce qui est du contexte, donc problématique et cadre conceptuel mis ensemble, c'est comme ça que je les traite ici. Généralement, ce qu'on retrouve dans ces parties-là, c'est la pertinence sociale d'une manière générale, c'est-à-dire les enjeux et les retombées de la recherche. Autrement dit, pourquoi c'est important de savoir ce qu'on veut savoir avec cette recherche-là, puis qu'est-ce que ça va permettre. D'accord? Pour le milieu de pratique, si on se trouve en éducation, on parle souvent du milieu de pratique, qu'est-ce que ça va permettre, qu'est-ce qu'on va permettre d'avancer. Pertinence scientifique aussi, et là on se trouve davantage au niveau de l'état d'avancement des connaissances, c'est-à-dire ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas sur l'objet de recherche qu'on a choisi, les limites et les biais de ce qu'on sait, et puis les principaux concepts ou théories, ou bien les tendances empiriques. Au niveau conceptuel, à ce niveau-là, généralement, soit on retrouve une théorie ou un concept qu'on mobilise pour éclairer notre objet de recherche, pour le lire, c'est nos grilles de lecture au niveau théorique, soit on retrouve des tendances empiriques, c'est-à-dire une revue de la littérature généralement qu'on fait dans cette partie-là en disant voici l'état d'avancement des connaissances, on sait ça, ça et ça. C'est à peu près les deux choses qu'on a. Une petite parenthèse sur la pertinence sociale, puis vous verrez que j'en fais beaucoup des parenthèses comme ça. Attention de ne pas juger de la pertinence d'une recherche uniquement sur sa pertinence sociale, parce que les objets de recherche, dépendamment des objets de recherche, justement, les articles vont avoir une pertinence sociale plus ou moins immédiate ou plus ou moins visible. Et je pense particulièrement, par exemple, à la recherche fondamentale qui n'a pas forcément une pertinence sociale ou, qu'est-ce que ça va permettre, on ne peut pas forcément y répondre dans l'immédiat. Ça ne veut pas dire que la recherche n'est pas pertinente. D'accord? Il y a des fois des glissements un peu utilitaristes dans la recherche en se disant, soit ça permet en éducation un changement de pratique puis les apprenants apprennent mieux, oui ou non, soit c'est pas utile. Attention, la recherche en éducation, c'est pas que ça. Donc au niveau de la pertinence sociale, c'est bien d'y penser, mais c'est bien aussi de constater qu'elle ne va pas être la même suivant l'objet de recherche sur lequel on est, puis c'est à garder en tête. Objectifs, ensuite. Alors, les objectifs sont vraiment les pivots de l'article. En fait, linéairement, on commence par le contexte, ensuite on a l'objectif, mais l'objectif, c'est quasiment ce qui arrive pas mal plus vite dans la pensée et dans la réflexion. Parce qu'à partir du moment où on a notre objectif, on peut déplier notre problématique, notre cadre conceptuel en conséquence et l'aligner sur l'objectif. Et puis, on peut aussi prévoir notre méthodologie qui vise à savoir comment on va répondre à cet objectif et la partie résultat qui vise à répondre à l'objectif. Alors, l'objectif, c'est vraiment le pivot d'un article scientifique comme n'importe quel mémoire, comme n'importe quel doctorat. D'où l'idée d'avoir des objectifs qui sont clairs et bien pensés parce qu'il va falloir vraiment arrimer tout le reste
à ça. C'est à ça que vous allez répondre. C'est le pivot de l'article. Et un bon pivot, il doit être réglé sur l'état d'avancement des connaissances. Autrement dit, quand vous avez des choses qu'on ne connaît pas sur un objet de recherche, il faut vraiment que votre objectif soit relié à ça et directement bâti là-dessus. Alors, je vous donne un exemple. C'est un exemple simple, mais c'est juste pour illustrer ce que je veux dire par régler un objectif sur l'état d'avancement des connaissances. Imaginez que vous avez cet état d'avancement des connaissances-là dans le domaine des technologies en éducation. Alors, il y a des choses qu'on sait, puis il y a des choses qu'on ne sait pas. Alors, on sait que les élèves ont des usages numériques variés. Okay? Certains usages numériques sont plus éducatifs que d'autres, mais ces usages éducatifs ne sont pas présents chez tous les élèves, donc ils varient en fonction des élèves. On ne sait pas encore quelles sont les variables socioculturelles qui déterminent la présence ou l'absence d'usages numériques éducatifs chez les élèves. Okay? Donc simplement, on sait qu'il y a des usages éducatifs qui sont variables, on ne sait pas quels sont les variables, les facteurs qui sont associés. On pourrait formuler différents objectifs. L'idée, c'est que dans ceux que je vais vous montrer, il y en a un qui pour moi est plus pertinent que les autres parce qu'il est mieux arrimé. Vous avez un premier objectif possible qui serait « Quels sont les usages numériques éducatifs des élèves ?» Au vu de l'état d'avancement des connaissances, on peut se demander si c'est vraiment utile. Parce qu'on nous dit déjà qu'on sait que les élèves ont des usages éducatifs et qui sont variables. Donc sans doute que pour en arriver là, on a déjà identifié les usages numériques éducatifs. Faire une recherche là-dessus, peut-être pas sûr que ce soit intéressant. Deuxième possibilité, comment les usages numériques éducatifs des élèves varient-ils suivant l'âge? Là, on est bien dans notre relation facteur-usage numérique éducatif. Simplement, on focalise sur l'âge là où on ne sait pas encore quelles sont les variables socioculturelles. Donc peut-être que l'âge n'apporte rien. Okay? Mais on ne sait pas. C'est une possibilité, peut-être que non. Donc l'objectif qui serait sans doute le plus approprié dans ce temps-là, c'est quelles sont les variables socioculturelles qui déterminent la présence ou l'absence d'usage numérique éducatif chez les élèves. Puis là, on prendrait l'âge, le sexe, le niveau socio-économique, etc. Puis on testerait ça. Okay? Puis si l'âge effectivement a un rapport, dans ce cas-là, on pourrait peut-être fouiller davantage en reformulant cet objectif-là. Donc quand je dis qu'il faut arrimer l'objectif à l'état d'avancement des connaissances, c'est vraiment ça. Il faut que votre avancement des connaissances que vous avez construit par ailleurs soit vraiment arrimé sur votre objectif et qu'il y ait ce lien d'évidence entre les deux. Maintenant, pour ce qui est de la méthodologie, c'est une des seules parties dans un article scientifique qui est standard. Il y a comme une structure qui est donnée, alors profitez-en et ne perdez pas de temps là-dessus, suivez la structure. Participants, collecte de données, analyse de données, c'est fonctionnel, ça marche bien. Puis généralement, dans la collecte de données et dans l'analyse, on retrouve l'élaboration des instruments, leur validation, et puis le déroulement en tant que tel de l'analyse ou de la collecte. Mais c'est une structure qui fonctionne bien. C'est ce qu'attendent vos évaluateurs quand ils évaluent votre article, alors autant s'y tenir. Les résultats finalement. Alors pour les résultats, on va jouer sur 3 volets principaux dans la présentation des résultats. Un volet description des résultats, un volet ensuite illustration. Illustration peut se faire par des tableaux, des figures, du verbatim, des citations. Et puis enfin interprétation des résultats. Et c'est généralement entre ces 3 mouvements-là qu'on navigue. Alors je vous en donne un exemple tiré de mes étudiants. Je prends des fois des exemples de mes étudiants. Donc, à la lumière des propos obtenus en entrevue, les participants ne semblent pas, de manière générale, entretenir de préjugés défavorables à l'égard du vernaculaire. Donc, description ici du résultat. Par exemple, à la question, ils ont répondu ça. Et puis là, illustration par du verbatim. Et puis ensuite, ici, donc les participants semblent à première vue avoir une opinion plutôt favorable. On reprend le même résultat qui était là, on est dans la description, ce qui laisse croire à une certaine ouverture, et là on tombe dans l'interprétation. Okay? Là on retombe dans le lien que fait l'auteur avec justement son objectif. Donc description, illustration, et puis ensuite interprétation. Bien sûr, on n'est pas toujours dans une forme aussi figée, et puis heureusement, parce que ce serait peut-être lassant à lire. Donc ici, d'autres possibilités. Vous avez ici la description. Okay, en ce qui concerne le contenu d'enseignement du vernaculaire, nous avons demandé aux participants, puis certains disent à 70% que blablabla, description. Illustration par un graphique. Et puis ensuite, cette fois-ci, on n'a pas l'interprétation qui est là. On a une nouvelle vague de résultats qui arrive. Okay, il est possible d'approfondir ces premiers résultats avec d'autres. Et ensuite, on a une interprétation commune de ces 2 lots de résultats. Donc, on peut varier, mais c'est généralement ces 3 mouvements-là qu'on va retrouver dans la partie résultats. Et puis enfin, la discussion qui vient donc clore. Discussion qui est en lien avec l'état d'avancement des connaissances. En fait, la discussion sert à discuter vos résultats avec ceux des auteurs d'avant. C'est une partie fondamentale qu'on a souvent tendance à
escamoter un peu parce qu'on arrive à la fin de l'écriture, on commence à être fatigué, puis on se dit c'est bien beau. En fait, quand je dis contribuer à l'avancement des connaissances, c'est vraiment dans la discussion que ça se passe. Vos résultats en tant que tels sont intéressants, mais on va le voir tout à l'heure, ils ne sont pas forcément connectés à l'état d'avancement des connaissances. Vous les avez connectés au niveau du contexte, mais les résultats en tant que tels sont les résultats relatifs à vos objectifs et ils émanent généralement d'un terrain qui est assez spécifique. Donc, la généralisation n'est pas toujours évidente. Donc, c'est vraiment dans la discussion que vous arrimez vos résultats avec le reste de la littérature et votre contribution à l'avancement des connaissances, vous le faites là. Vous ne le faites pas dans les résultats. C'est vraiment ici que vous contribuez. Donc, la discussion est importante et c'est là que vous faites parler vos résultats, donc en termes de convergence, divergence, complémentarité, nuance, etc., par rapport aux autres résultats d'études semblables. Finalement, conclusion, rappel des objectifs principaux. Okay, on a quand même fait tout un parcours pour les évaluateurs, donc c'est bon de le rappeler. Reprise des éléments principaux de la discussion. Limite méthodologique, il n'y a pas de recherche parfaite. Par contre, une bonne recherche, c'est une recherche dans laquelle l'auteur a conscience des limites de sa recherche et qu'il est capable de les expliquer. Et puis enfin, piste de recherche future, vis-à-vis de là où j'en suis. Qu'est-ce qui reste à faire? Des fois, les étudiants ont du mal à trouver les pistes de recherche futures. Posez-vous la question à la fin de ma recherche, qu'est-ce que j'aimerais savoir? Ou si je devais la refaire, qu'est-ce que je ferais? Puis généralement, c'est vos pistes de recherche futures. Alors, si on reprend un peu la structure de l'article sous forme de graphique, vous voyez ici l'état d'avancement des connaissances. Alors, vous allez me dire, et vous auriez raison, que c'est de la foutaise, parce que l'état d'avancement des connaissances n'est jamais aussi linéaire, et heureusement. L'état d'avancement des connaissances, notamment en sciences humaines et sociales, c'est du débat, c'est de la prise de position, c'est de l'argumentation, c'est tout ça. Donc, c'est jamais linéaire comme ça. Mais mettons que vous avez un état d'avancement des connaissances comme ça. Vous avez votre contexte qui est basé sur l'état d'avancement des connaissances, votre objectif qui est juste au-dessus. D'accord? Donc, quand vous avez un état d'avancement des connaissances qui est là, l'objectif ne doit pas être là, il ne doit pas être là, il doit vraiment être là. D'accord? Par rapport à l'état d'avancement des connaissances que vous avez fait. Ensuite, méthodologie et résultats qui, eux, prennent un peu de distance vis-à-vis de l'état des connaissances parce que là, vous êtes vraiment dans le processus de votre recherche avec votre terrain. Et puis, par contre, c'est la discussion qui permet justement de remettre vos résultats en écho avec l'état d'avancement des connaissances et donc, c'est là que vous faites contribution. C'est là vraiment que vous redonnez à la communauté de chercheurs. Est-ce que ça va pour ça? C'est beau? Alors, autre type d'articles, il y a des articles théoriques, il y a des revues de la littérature, il y a des méta-analyses. Ils sont pertinents aussi. En fait, on pourrait même dire qu'ils sont de plus en plus pertinents. Pourquoi? Parce qu'on a de plus en plus de chercheurs qui sont formés. On produit de plus en plus de résultats empiriques et donc on a de plus en plus besoin d'un effort de centration, de regroupement, de comparaison des résultats qui sont obtenus. Et les revues de la littérature, les méta-analyses, les recherches théoriques, un peu moins parce qu'elles ont moins cette fonction de centralisation ou de regroupement, mais ces deux types-là d'articles sont fondamentaux. Donc, généralement, c'est très bien reçu aussi de faire ce qu'on appelle du desk job, donc du travail de bureau, là, mais vraiment d'analyser la littérature et puis d'essayer de faire des recoupements, etc. Il y en a de plus en plus besoin, puis je pense que ça devrait s'imposer comme un style d'article qui va sans doute prendre un peu de l'importance dans les années à venir parce que c'est fondamental. Alors, ça nous amène au processus de rédaction d'un article scientifique. Certains points que vous connaissez, mais c'est des rappels, puis d'autres que vous allez peut-être découvrir dépendamment d'où vous en êtes. D'abord, avant d'écrire, il faut lire, mais ça, vous le savez, parce que sans doute que vous n'avez pas pu écrire ou que vous avez été bloqué parce que, justement, vous n'aviez pas assez lu. Il faut lire notamment à la fin d'un mémoire ou à la fin d'un doctorat ou à la fin d'une recherche, d'un article, pour actualiser le portrait de l'avancement des connaissances. Quand vous faites une demande de subvention ou pour un projet de recherche, vous la faites, vous l'obtenez, vous avez généralement fait un état d'avancement des connaissances, qui est plus ou moins explicite, mais vous avez quand même lu là-dessus. Ensuite, vous avez fait votre recherche, vous écrivez votre article. L'état d'avancement des connaissances que vous aviez fait il y a 2 ans, 3 ans ou 4 ans avant, il s'agit de le réactualiser un peu. Donc, avant même d'écrire l'article sur votre recherche que vous venez de terminer, vous allez commencer par réactualiser un peu tout ça. Pour ce qui est du portrait de l'état d'avancement des connaissances, il faut bien sûr sélectionner les textes qui sont pertinents, je ne m'étends pas là-dessus. Il y a une analyse descriptive à faire, c'est-à-dire quels sont les résultats obtenus dans les autres recherches, qu'est-ce qu'on en sait. Mais un état d'avancement des connaissances, ce n'est pas qu'une description, c'est une construction de votre part en lien avec votre objectif. Donc il faut aussi vraiment rajouter une couche critique sur l'état d'avancement des connaissances. Il n'y a rien de pire, par exemple, qu'un
qu'une revue de la littérature ou qu'un état d'avancement des connaissances qui consiste en une série de recherches qui sont décrites. S'il n'y a rien qui les réunit à la fin, s'il n'y a pas vraiment de relation entre eux, si vous ne mettez pas en évidence les convergences, divergences, complémentarités, etc., finalement, l'exercice est assez creux. Donc, vraiment, rajouter en plus de l'analyse descriptive des études, une analyse critique de ces études. Et là, vous vous placez en tant que chercheur. Et c'est grâce à cette position critique-là que vous naviguez et que vous amenez l'évaluateur à travers votre état des connaissances vers votre objectif. Autre point, une fois que vous avez actualisé l'état des connaissances, une fois que vous l'avez fait, vous allez sélectionner les résultats avant même d'écrire. Généralement, dans une recherche, on produit toujours plus de résultats que ce qu'on peut, et notamment dans le cadre d'un article scientifique qui est relativement court. Alors, une des premières questions à savoir, c'est dans cet article-là et en fonction de mon objectif, quel résultat parmi tous ceux que j'ai, je sélectionne. Résistez à la tentation de tout mettre. Généralement, vous noyez votre évaluateur si vous mettez tout. Choisissez petit mais bien circonscrit en fonction de votre objectif. Ça va être important. Donc, vous sélectionnez les résultats. Généralement, essayez même de le faire au moment de la collecte de données. D'accord? Quand vous construisez vos instruments, protocoles d'entrevue, questionnaires, analyse ethnographique, etc., vous allez là circonscrire les thèmes que vous allez observer, commencez à penser aux articles, d'accord? Combien de thèmes ou quel thème dans quel article, etc., en fonction des objectifs que vous avez. Ensuite, établissement du plan de l'article. Un plan, ce n'est pas toujours suffisant, notamment dans un article parce qu'il y a peu de sections. Donc souvent, la partie contexte, on peut y mettre tout et n'importe quoi. Alors pour ce qui est d'un article scientifique, je vous encourage vraiment à y aller avant l'écriture, si ça vous convient, avec un plan détaillé de l'article. Donc, pas simplement les titres, mais aussi vraiment le contenu, une idée du contenu. Ici, par exemple, le contexte, c'est celui de TIC et migration. Donc, je commencerai par le potentiel des TIC pour soutenir la migration avec ces deux concepts-là, notamment pour l'intégration dans la société d'accueil. On voit ici qu'il y a une transition qui s'en vient dans la rédaction de l'article, mais les résultats sont mitigés sur les usages d'éthique par les migrants et les minorités ethniques, etc., etc. Avec un plan détaillé comme ça, vous facilitez la tâche, puis surtout, vous avez un cap à suivre quand vous rédigez l'article, et donc, vous êtes moins sujet à vous perdre au fur et à mesure. Pareillement pour les résultats, d'accord? Comment j'organise mes résultats? Je vais d'abord mettre un portrait différencié des usages des technologies par les jeunes, puis ensuite l'implication pour l'intégration d'éthique en éducation. Là-dedans, je pourrais parler des dimensions sociodémographiques, etc., etc. D'accord? Un plan détaillé plus que les titres en tant que tels de vos sections. Ensuite, une fois que vous avez fait le plan détaillé, vient la rédaction du contenu des sections. Là, il y a une règle de base que vous connaissez tous, mais qu'on a tendance à oublier quand on est dans le processus, à savoir une idée par paragraphe. Et puis, c'est une vraie règle, parce que quand elle n'est pas appliquée, je vous assure qu'on le sait à la lecture. Un exemple ici. Ce texte-là parle des avantages de faire travailler les élèves en petits groupes et puis des inconvénients de les mettre en grands groupes. L'idée, c'est vraiment pour l'étudiante qui a écrit ce texte d'arriver à la conclusion que le travail en petits groupes, c'est bien. D'accord? Alors, elle propose un avantage du travail en petits groupes ici, un inconvénient du travail en grand groupe, un inconvénient du travail en grand groupe et un avantage du travail en petit groupe. On arrive là, on ne sait plus ce qu'elle veut dire. D'accord? On se dit finalement, est-ce qu'elle voulait dire qu'il y avait de l'inconvénient ou de l'avantage? OK? Donc, évidemment, dans une perspective rhétorique, on mettrait tous les inconvénients d'abord, ensuite les avantages du travail en petit groupe, et puis là, on arrive à quelque chose de sérieux en se disant, vous voyez, le travail en petit groupe, c'est bien. Une idée, donc, par paragraphe, si vous voulez vraiment vérifier ça, c'est l'exercice que je demande à mes étudiants quand j'arrive plus à les suivre dans leur texte, c'est une phrase clé. OK? Vous avez un paragraphe, quelle est ta phrase clé? Si la phrase clé, vous n'arrivez pas à la formuler, c'est qu'il y a problème. Ou si votre phrase clé, elle fait 10 lignes, c'est qu'il y a problème. Pour ce qui est de l'écriture en tant que telle, ça c'est un peu les trucs et astuces. Le format de l'article donc, est relativement court, puis généralement, chaque revue a une longueur spécifique. Alors, vous regardez la longueur au début, vous voyez si c'est plutôt 10 pages, plutôt 15 pages ou 20 pages, mais pendant le processus d'écriture, commencez pas à penser à la longueur. Écrivez, d'accord? Bridez-vous pas dans l'écriture, parce que c'est normal dans le processus d'écriture d'écrire plus et même d'écrire un peu hors sujet. On a une autre étape qui s'en vient ensuite, qui est la taille, la coupe de l'article, et c'est à ce moment-là qu'on règle les choses. Mais bridez-vous pas dans votre rédaction, parce que sinon vous allez pouvoir passer à côté de raisonnements qui sont intéressants. Je vous disais tout à l'heure que l'écriture même d'un article scientifique a une fonction cognitive, puis que ça nous permet de pousser plus loin notre compréhension. Justement, laissez-vous
aller au bout de votre compréhension. Ensuite, vous pourrez couper. Et puis enfin, tolérer, bien sûr, les imprécisions et l'inexactitude au niveau du sens et de la forme. Vous aurez le temps de les finaliser ensuite. Ici, pour vous donner un exemple, c'était une des toutes dernières versions d'un article. Et on voit qu'il y a encore des choses que j'ai barrées, mais que je ne suis pas encore prêt à enlever. Je ne sais pas si je vais les garder ou pas. Des imprécisions au niveau des termes, ils ne me satisfont pas, mais c'est comme ça qu'ils me viennent en ce moment. Et puis, des choses que je dois encore régler, c'est correct. D'accord? J'ai quand même le contenu, je sais où je m'en vais. Et une fois que vous avez rédigé le gros de votre article, là, on passe à l'étape de coupe. D'accord? Donc là, on regarde combien, finalement, comment je dois paramétrer mon texte. Alors, c'est une fois que le contenu est stabilisé, sauf si on sait qu'on est vraiment hors sujet dans le processus, mais la plupart du temps, on attend la fin. Et puis, la finalité, c'est bien sûr de répondre aux directives éditoriales, donc à la longueur qui nous est donnée dans un journal, et puis surtout, je dirais, de mettre en exergue le fil rouge de l'article. C'est dans ce travail de coupe que vous allez vraiment mettre en exergue le fil rouge, c'est-à-dire le chemin et la continuité, la cohérence de votre article. Alors, une bonne métaphore pour ça, c'est le bloc de glaise. D'accord? Imaginez que vous avez un bloc de glaise. Vous avez commencé à sculpter le bloc de glaise, là, mais de manière relativement grossière, mais vous avez l'ensemble. Ben, ici, à la coupe, vous allez encore enlever ce qui gêne un peu pour mieux faire ressortir le volume, mieux faire ressortir les formes, attirer l'œil sur les points qui vous intéressent, etc. Et c'est vraiment, ça doit être un travail conscient et volontaire de votre part que de faire ressortir le fil rouge. Ça nous amènera à une discussion fort intéressante tout à l'heure. Oui? J'ai aussi peut-être un autre exemple. Laisser pousser la haie pour pouvoir faire une sculpture. Oui, exactement, exactement. Exactement, c'est en laissant finalement déborder du cadre, justement, ou en ne contrôlant pas qu'on peut ensuite en faire ce qu'on veut et puis bien le manipuler. Alors, critères de coupe, là encore, je passe assez rapidement parce que je pense que c'est des choses que vous faites déjà au niveau de la maîtrise, du doctorat, etc. Mais si vous enlevez un paragraphe ou une phrase, est-ce que c'est dommageable pour le sens ou pas? Okay, de ce qu'il y a avant et de ce qu'il y a après. Si, quand vous enlevez un paragraphe ou une phrase, on ne comprend plus le passage de l'un à l'autre, c'est que c'était une idée première, donc sans doute à garder. En revanche, vous verrez qu'il y a des paragraphes entiers, des fois, qu'on peut enlever, puis on n'a quasiment rien à changer, tout se tient. Dans ce cas-là, c'est que c'était vraiment secondaire. Enfin, la fameuse panne d'inspiration, le syndrome de la feuille blanche. Qu'est-ce qu'on fait dans ces temps-là? Ben, on retourne aux lectures. Okay, parce qu'avant d'écrire, il faut lire. On remanie ses idées, cartes conceptuelles pour certains, ça leur parle. Discuter, demander l'avis des collègues, c'est précieux. L'ego, on prend toujours un petit coup, mais quelque part, c'est nécessaire aussi. Prendre de la distance, laisser reposer, et une bonne manière pour laisser reposer, c'est de faire une communication. Parce que la communication vous donne environ, communication orale, j'entends, dans un colloque, dans tout ça, ça vous laisse environ 20-30 minutes pour organiser tout votre article, et avec le PowerPoint, vous êtes vraiment obligé de mettre les éléments centraux. Donc, c'est un premier très bon tri. Je vous parlais d'un plan détaillé. Ben, le PowerPoint que vous faites pour une communication orale, c'est un plan détaillé de votre article. À partir de là, ça peut vous amener plus facilement vers l'écriture d'articles. Et puis enfin, rappelez-vous toujours, pour la panne d'inspiration, que l'écriture d'articles, c'est 90% de travail et 10% d'inspiration, de douance, etc. Autrement dit, est-ce que vous êtes en panne d'inspiration ou panne de motivation? Ce n'est pas la même chose. D'accord? Mais la plupart du temps, c'est du travail, puis on s'assied, on le fait, ou on n'a pas le goût de le faire, mais c'est plutôt autour de ça que ça tourne que d'une inspiration qu'on attendrait le nez au vent. Est-ce que ça va pour ça? Alors, posture énonciative, donc ça, c'est une partie qui est généralement moins abordée dans les livres sur comment écrire un article, etc. On en parle moins et pourtant, donc c'est essentiel. Alors, en termes de genre d'écriture, on s'attend à ce que l'écriture soit sobre, donc éviter le vocabulaire chargé et dramatique. Il n'y a pas besoin de ça. Une attitude de doute et de prudence qui fait vraiment partie de la posture du chercheur dans toutes ces dimensions. Il faut toujours douter. Et puis, essayez de convaincre votre lecteur, non pas par l'importance de vos découvertes scientifiques, mais plutôt par la rigueur de l'article. Okay? Rigueur de l'article voulant dire clarté, précision, exactitude et complétude. Donc, l'idée vraiment d'avoir fait le tour de l'objectif que vous vous étiez donné. Et on le sent à la fin d'un article, quand on le lit en tant qu'évaluateur, si on trouve qu'il a été vraiment traité de manière exhaustive ou s'il a été vraiment survolé ou traité que partiellement ou sur certains aspects de l'objectif. Excusez-moi. Oui? Une actitude de doute, mais la façon de question à l'intérieur? Pardon?
C'est en façon de questions à l'intérieur? Ah non, c'est pas nécessairement en posant des questions, c'est toujours en étant pas trop sûr de soi, pas trop certain. Donc, au niveau de la forme de l'écriture en tant que telle, c'est de savoir, par exemple, quand on est dans les phases d'interprétation, d'utiliser le conditionnel pour dire « il se pourrait que » ou ça peut vouloir dire « que ». C'est aussi, par exemple, le doute, on l'a quand on expose les limites. Okay? Dans les limites, on se dit ça aurait pu jouer sur les résultats que j'ai obtenus, puis j'en ai conscience. Ça s'exprime à la fois textuellement, puis dans la structure aussi. Oui, j'allais dire beaucoup de conditionnels pour répondre à ça. Oui. Ouais. Où il est possible de penser que, ou ces formules-là, mais c'est des formules qui sont nécessaires. Un texte où l'auteur est trop confiant, ça met l'évaluateur au contraire, ça le rend un peu pas très confiant, là, parce qu'on se dit peut-être qu'il n'a pas conscience que. Alors, il y a deux métaphores qu'on peut prendre pour la posture énonciative de l'auteur. L'auteur comme narrateur de soi, de ses idées, ou l'auteur comme metteur en scène des auteurs, dont vous, et puis de vos idées. Alors, à mon avis, la bonne métaphore, c'est celle-ci. L'auteur comme metteur en scène. Autrement dit, dans un livre, dans une lettre, dans un courriel que vous envoyez à des amis, vous pouvez vous mettre en scène, mettre en scène vos idées, etc. Dans un article scientifique, non, vous pouvez, narrer vos idées, vous pouvez narrer vous-même ce que vous avez fait, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, etc. Dans un article scientifique, en revanche, on attend vraiment de vous que vous soyez metteur en scène. Comme je disais, metteur en scène des autres auteurs, dont vous, et puis metteur en scène des idées aussi qui vous intéressent. Donc plutôt une métaphore du théâtre que de l'écrivain. Alors, pourquoi la mise en scène? Parce que vous allez avoir dans l'article, comme je le disais tout à l'heure, des moments plutôt monologaux, je pense, avec la méthodologie et les résultats. C'est vous qui conversez sur votre recherche. Des moments plutôt avec des dialogues, par exemple, contexte et discussion, là où on met justement en conversation nos résultats, notre pensée, en lien avec celle de l'état d'avancement des connaissances. Donc, bien veiller, ça je vais passer rapidement, à intégrer les apports de chaque auteur entre eux puis vis-à-vis de votre objectif. Il faut toujours relier ce qu'apporte un auteur qui est mentionné mais pour lequel il n'y a pas de lien avec vos travaux. C'est un auteur perdu un peu, on se demande pourquoi il est là, finalement. Qu'est-ce qu'il apporte? Et puis, ne pas oublier aussi de positionner explicitement votre voix vis-à-vis de celle des auteurs. Et on la positionne notamment en exprimant le doute, on la positionne en exprimant les critiques. Okay? On la positionne à ces moments-là. Mais il faut vraiment que vous ayez une posture active d'accompagnement de votre lecteur dans l'écriture de l'article. Et ça m'amène à un point, je pense, en tout cas fondamental ou très important, si j'en crois à ce que j'observe chez mes étudiants, à savoir qu'il ne faut jamais partir du principe que le lecteur vous comprendra. Parce que le lecteur, il n'est pas dans votre tête, il n'a pas votre grille de lecture, il n'a pas vos lectures, il n'a pas vos références, etc. L'écriture d'un article scientifique, l'écriture scientifique d'une manière générale, c'est du sens complexe qui doit être transformé en sens précis. C'est toute une mécanique. Okay? Autrement dit, avec ce processus-là, vous ne pouvez pas vous contenter de dire ce que vous avez à dire, mais il faut vraiment faire comprendre. Et donc, il faut vraiment avoir une intention consciente, volontaire de votre part, d'accompagner votre lecteur tout au long de l'article. La plupart du temps, je dis à mes étudiants, « Ah ben ça là, tu l'as pas fait ou tu n'en as pas parlé ?» Ils me disent, « Si, je l'ai dit. » Et moi je leur réponds, « Bah oui, tu l'as dit, mais tu ne l'as pas fait comprendre. » D'accord? Il y a toute une différence ici, c'est vraiment une différence importante parce que ça fait la différence entre un article qui sera moyen et un article qui sera excellent. Un article qui est excellent, c'est un article où l'auteur ne fait pas que dire, il est vraiment dans une position active où il accompagne, il anticipe et puis il suit le raisonnement de son lecteur. Mais ça nécessite un certain discernement au niveau de qu'est-ce qu'on doit vraiment vulgariser et qu'est-ce qu'on doit laisser comme pour acquis, parce que quand on écrit pour un journal spécialisé, il y a beaucoup de choses qu'on peut prendre pour acquis que les lecteurs comprendront, tandis que comment on départage justement cette ligne floue-là entre ce qu'on doit absolument vulgariser et ce qu'on peut prendre pour acquis? Ben, moi, je ne parlais même pas ici de la vulgarisation en vue, par exemple, d'enseignants, si on est en sciences de l'éducation, ou de gens du milieu. Je parlais vraiment des autres chercheurs, parce que vous allez être évalué. Bon, après, il y a des journaux qui sont plus ou moins spécifiques, c'est sûr, mais d'une manière générale, les autres auteurs, vous pouvez avoir les mêmes concepts et des compréhensions différentes du concept, okay? Les mêmes traditions, puis des postures différentes, etc. Donc, vous ne savez pas qui va vous évaluer d'une manière générale. Prenez même pas le parti de savoir, ah, dans ce journal-là, ils vont me comprendre là-dessus, donc je n'ai pas besoin de l'expliquer. Prenez même pas cette chance-là. Expliquez-le.
et faites-le comprendre. Je pense qu'il faut vraiment être systématique là-dessus. C'est le genre même de l'article scientifique qui demande ça, puis ça joue sur l'exactitude, la clarté et puis la complétude. Donc, vraiment, allez-y franchement. Quand je le dis justement à mes étudiants, quand je leur montre vraiment jusqu'à quel détail je veux qu'ils aillent dans l'accompagnement, ils me disent vraiment, l'air de dire, est-ce que les évaluateurs sont si bêtes que ça? Mais en fait, c'est pas qu'ils sont bêtes, c'est que c'est complexe. Et en même temps, quand vous écrivez et que vous arrivez à la fin d'un article, vous avez 20 heures de travail devant l'article à ça de près. Donc, c'est sûr que pour vous, c'est clair. D'accord? La personne, là, elle arrive avec un regard frais, d'autres référents, elle le pose sur votre texte. Attendez-vous pas à ce qu'elle vous comprenne comme ça si vous ne faites pas d'effort. Donc, vraiment un travail à faire. En somme, le fil rouge donc, va vraiment se construire tant au niveau du sens, d'accord, de l'article, sa cohérence au niveau du sémantique, qu'au niveau de la structure, une partie en amenant une autre, etc., transition, que sur le plan de l'énonciation. Et la métaphore que j'aime bien prendre pour le plan de l'énonciation, c'est vraiment donc de prendre votre lecteur par la main. Vous arrivez devant une grande maison, vous voulez la vendre. Vous avez deux options. Vous dites au visiteur, ben, tiens, tu as la clé, ouvre la porte, puis fais-toi une idée. Là, peut-être que votre visiteur, il va arriver dans la cuisine, il va avoir une toile d'araignée dans le fond, puis ça va le bloquer pour tout le reste. Puis il va ressortir en se disant, la maison est dégueulasse. D'accord? Alors que c'est une belle maison. C'est exactement ce que vous dites à votre lecteur si vous ne l'accompagnez pas. D'accord? Il va aller prendre des choses disparates et puis il va en ressortir avec une idée disparate qui ne correspond peut-être pas à ce que vous avez fait. Vous allez plutôt le prendre par la main et lui dire, vous voyez, il y a des pièces à gauche, il y a des pièces à droite. C'est une maison qui fait tant de pièces avec tant de mètres carrés. Je vous propose de commencer la visite par la gauche. La première pièce de la gauche, c'est la cuisine. Vous voyez qu'elle a tel et tel avantage. On peut maintenant aller à la seconde pièce, etc. C'est exactement ce qu'il faut que vous fassiez avec vos lecteurs. Pas moins. Alors, ça nous amène proche de la fin avec la soumission aux revues. Alors, avant de soumettre, oui? Vous aviez tantôt à la dernière ligne un bon article, mais on doit quand même comprendre que ça s'adresse à un niveau de personne en particulier. Comme si moi je suis intéressé à ce que les enseignants lisent mon article, oui. Je ne pense pas que je puisse le rédiger de la même façon que si je veux écrire un article scientifique pour une revue. Oui, mais tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Il faut prendre la vulgarisation en compte. Mais là, la conférence, le thème, c'est l'article scientifique, pas l'article professionnel auquel vous pensez justement. Oui. On distingue généralement les deux comme ça, ou en tout cas parfois. Et puis l'article professionnel demande une vulgarisation. Et là, on tombe dans toute autre chose parce que alors ça se passe sur une recherche effectivement. Puis c'est de savoir comment la rendre accessible. Et c'est ces mécanismes d'accessibilité là. Alors il y a différents types de vulgarisation, vulgarisation didactique, etc. Puis des très bons travaux d'ailleurs qui ont été faits par un chercheur, Landry, je pense 2009, qui a permis vraiment de montrer les différents aspects qu'on peut mettre en œuvre pour vulgariser auprès d'un public qui n'est pas chercheur. Et ça, effectivement, c'est intéressant, ça pourrait faire l'objet d'une autre conférence. Mais c'est sûr qu'on ne va pas écrire de la même façon. Non, seulement qu'au niveau de la compréhension des concepts, il y a quand même une grande différence. Ah oui, tout à fait. Très différent de... Ah, tout à fait. On n'écrit pas la même chose, on ne sélectionne pas les... Oui. Par rapport à celui ou l'enseignant qui va le lire. Oui, tout à fait. Puis c'est pour ça d'ailleurs qu'on ne met même pas en avant les mêmes parties de l'article scientifique. On ne va pas garder cette coquille-là pour un article professionnel. Généralement, on va passer assez vite sur la méthodologie, etc., pour en venir plutôt sur les implications éducatives dans notre cas, en tout cas en sciences de l'éducation, et puis des choses là, qui permettent vraiment de mettre en valeur les retombées de la recherche. Alors, avant de soumettre, faites une relecture minutieuse, bien sûr, du contenu, aussi de la forme. Et puis, autant que possible, faites-le relire par les collègues, toujours très, très riche. Le regard des collègues, même quand ils nous connaissent très bien. C'est intéressant. Et puis, soyez scrupuleux sur la longueur et la précision du produit. Votre article, je veux dire, il y a sans doute 1000 défauts qu'on peut lui reprocher. Faites-vous pas en plus reprocher des choses aussi bêtes que la longueur de l'article. D'accord? Ça, c'est quelque chose au niveau maîtrise, doctorat et après qu'on s'attend à ce que vous sachiez respecter. D'accord? Donc, quand vous partez avec un article qui est trop long, en tant qu'évaluateur, la première chose qu'on se dit, c'est bon, la personne n'a pas vraiment allé jusqu'au bout de l'exercice. Donc, d'emblée, là, ça met des fois en mauvaise posture. Précision sur le produit. Ici, on a des fois tendance à vouloir ne pas être trop redondant dans les termes qu'on utilise dans l'article, donc à vouloir trouver des synonymes, etc. Mais à éviter. Choisissez plutôt un petit lot de termes spécialisés. Vous les définissez quelque part dans l'article et puis ensuite vous vous y tenez tout du long. On va rarement vous reprocher d'être redondant, on vous reprochera beaucoup plus de ne pas être clair. Et généralement, quand on dit pas être clair ou des termes mal définis, c'est parce que
il y a par exemple un terme puis un synonyme. La première chose qu'on se demande quand il y a un synonyme, c'est est-ce que ça renvoie à un autre terme spécialisé? Et puis dans ce cas-là, il y a une différence à faire. Ou est-ce que c'est synonyme? Et dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'il est là? Donc, vraiment être systématique au niveau de la précision terminologique. Ensuite, critères possibles pour le choix des revues. Il y a bien sûr les facteurs d'impact de la revue. Vous connaissez sans doute Scopus. Regardez aussi la pertinence et l'excellence de la revue, sa popularité, son prestige, quoique ce n'est pas forcément ce qu'on veut viser quand on en est au début notamment. Sachez par contre que les mémoires et les thèses là, font généralement d'excellentes recherches parce qu'elles sont beaucoup plus accompagnées et avec beaucoup plus de rétroaction qu'une recherche par la suite de chercheurs qui le font en équipe et puis qui le font bien, là, mais qui n'ont pas forcément tout ce processus-là. Donc, généralement, la maîtrise et le doctorat sont des bons canons de la recherche. Vous pouvez essayer d'aller chercher des bonnes revues si vous avez des résultats qui s'y prêtent, puis si c'est pertinent. Regardez aussi quand même le temps de publication. Soyez malin à ce niveau-là. Regardez notamment combien de numéros sont publiés par année. Une revue qui publie 2 numéros par année, ben, ça veut peut-être dire que c'est dans plus d'1 an qu'elle va pouvoir vous publier à partir du moment où elle accepte votre article. Mais avant ça, il faut rajouter le temps d'évaluation. Dans des numéros qui publient dans des journaux qui publient à 3 numéros, 4 numéros par an, il n'est pas rare là d'avoir 1 an et demi, 2 ans de temps de publication entre le moment où on le soumet, ensuite le moment où il est évalué, on le bonifie, on le resoumet, etc. Imaginez pour une revue qui publie moins de numéros par an, ben, ça rajoute de la longueur. Quand on est en début de carrière notamment, il faut quand même que ça paye assez vite. Donc, prenez ça en considération. Une bonne piste pour choisir vos revues, c'est tout simplement de voir les revues dans lesquelles vous avez trouvé de bons articles, des articles qui sont proches de votre thème, des articles qui sont solides, sur lesquels vous vous êtes vraiment appuyé, qui étaient pertinents, etc. C'est souvent un bon indicateur de la pertinence de la revue. Donc, ça peut vous aiguiller. Et puis enfin, pour ce qui est des facteurs d'impact de la revue, Scopus, etc., je vous recommande vivement la lecture de ce livre de Yves Gingras. Yves Gingras est professeur à l'UQAM, il est titulaire de la chaire de recherche du Canada en histoire et sociologie des sciences et il a écrit Les dérives de l'évaluation de la recherche, du bon usage de la bibliométrie. Ça s'inscrit sur toute une tradition d'auteurs qui ont déjà remis en cause la mesure quantitative de l'excellence de la recherche. Mais lui aussi propose d'autres pistes, notamment une évaluation qui soit plus réflexive, etc. Donc, c'est intéressant. Mais attention quand même à toute cette quantification et à cette dérive quantitative là, de ce que c'est que l'excellence en recherche. Okay? Notamment en nombre de papiers, facteurs d'impact, etc. Dans ce livre-là, il démonte un peu tout ça et il montre pourquoi ça ne tient pas trop la route ou pourquoi c'est des a priori qu'on a, mais qui pourraient tout à fait être changés si on était dans un autre contexte. Donc, une petite distance critique à avoir jusqu'au bout. Au niveau de la réception des commentaires, première chose à dire, ego s'en remettra, d'accord? Quand on reçoit les commentaires, ben ça fait un peu mal. En même temps, les commentaires sont généralement focalisés sur les points faibles de l'article, parce que le but, c'est de le rendre meilleur. Donc, c'est normal que les critiques là, vous paraissent peut-être parfois assez virulentes. En fait, c'est tout simplement pour attirer votre attention sur les points négatifs. Et vous avez 2 types de commentaires négatifs. Il y en a un que je vous souhaite, puis l'autre que j'espère que vous ne vivrez pas. Il y a certains commentaires négatifs qui sont sur des points clairs de votre article, mais ces points clairs-là sont jugés lacunaires. Ben, pas de problème, l'évaluateur a compris votre article et il vous propose des suggestions. Généralement, là, vous mettez votre évaluateur dans une position où il est capable de vous donner des suggestions, vous disant « va lire tel auteur » ou peut-être que ça, il ne faudrait pas le traiter de la même façon ou il faudrait approfondir ce concept-là, etc. Ça, c'est je dirais des types de commentaires négatifs qui sont tout à fait utiles, intéressants. Types de commentaires négatifs qui sont moins pertinents pour vous, mais qui sont dus à vous, de votre faute, c'est des points qui ne sont pas clairs. Autrement dit, si votre article n'est pas clair, votre évaluateur ne peut pas être en mesure de l'évaluer correctement puis de vous proposer des solutions parce qu'il ne le comprend pas en premier lieu. Donc, dans ce type de commentaires-là, ben, généralement, l'évaluateur est mis en impuissance et puis il dit ben, « ça, je ne comprends pas, qu'est-ce que tu voulais dire là? Si tu voulais dire ça, ben, peut-être que tu pourrais faire ça, mais si tu voulais dire ça, ben, dans ce cas-là, peut-être que tu pourrais faire ça. » Là, vous ne mettez pas votre évaluateur dans une position où c'est facile pour lui de vous orienter vers une bonification de votre article. Alors, généralement, les articles qui sont rejetés du processus d'évaluation, c'est jamais cela, c'est cela. Parce que l'article n'est pas assez achevé, il n'est pas assez abouti, pour qu'on ait même une idée de la rigueur de la recherche, de sa pertinence, etc. Donc, ce que je vous souhaite, c'est vraiment
ce type-là de commentaires. Et si vous en avez, c'est parce que vous avez écrit un article qui est clair et qui est accessible. Pour répondre aux commentaires, vous n'êtes pas nécessairement obligé de tout intégrer, donc de dire oui à tout. Vous pouvez expliquer les commentaires que vous avez pris en compte, puis justifier les commentaires que vous n'avez pas pris en compte. Et une bonne manière de le faire pour montrer au comité éditorial que vous avez joué le jeu, c'est d'utiliser un tableau dans lequel, ici, vous avez les commentaires qui ont été faits par les évaluateurs, puis ici, vous avez la manière dont vous y avez répondu. Donc, soit vous avez ajouté des choses, okay, la note de fin de texte a été ajoutée, soit vous justifiez pourquoi vous n'avez pas pris en compte le commentaire de l'évaluateur. Alors, ça m'amène à la conclusion. Si on veut résumer la démarche d'écriture d'un article scientifique, je renvoie à Cossette. Persévérer, persévérer, persévérer. Okay, c'est surtout ça. Ça prend du temps, c'est jamais facile. Je connais rarement des personnes autour de moi qui me disent « Moi, l'écriture d'article scientifique, c'est comme ça, là, je m'assieds puis ça vient. » C'est beaucoup de travail en amont parce que ça veut dire qu'on a fait une recherche, puis c'est beaucoup de travail pendant le processus même d'écriture d'article, mais c'est vraiment en persévérant que ça paye, il n'y a pas de mystère. Il faut s'asseoir, il faut trouver le temps, puis il faut le faire. J'en profite pour en tout cas vous indiquer là, que le CRIFPE, lors d'une rencontre, une journée, a fait un petit guide comme ça sur les meilleures stratégies pour la rédaction d'un article scientifique. C'est pas tant pour la rédaction d'un article scientifique que pour se donner les conditions d'écrire un article scientifique. Parce qu'un des problèmes qu'on a dans l'écriture d'articles scientifiques, c'est pas tant l'écriture, c'est le temps d'avoir le temps de le faire et d'avoir le contexte pour le faire aussi. Donc, comment avoir des petites choses, c'est vraiment expérientiel. Donc, on y allait de nos stratégies, mais c'est intéressant si, je pense qu'il sera sur le CRIFPE. Sophie? Il sera sur le CRIFPE plus ou moins, je pense, par la suite. Oui, sur la page de la conférence. Donc, ça donne des petites indications. Et puis enfin, quelques ouvrages utiles. Donc, je vous parlais de Cossette qui est intéressant. Assez peu mentionne la posture énonciative dont je vous parlais. Ils sont beaucoup plus en fait sur la structure, mais Cossette est quand même intéressant. Publié dans une revue savante, direct de chercheurs convaincants. Le livre est mieux que le titre, je dirais. Donc, il y a des choses qui sont bonnes. Et puis sinon, ici, des livres davantage en anglais. Oui, tantôt, vous aviez mentionné Landry 2009 pour la vulgarisation. Oui. J'ai cherché sur Google Scholar sans succès. En fait, c'est le MELS qui avait commandé une étude sur comment faire du transfert de connaissances auprès du milieu. Puis, si tu veux, si tu m'écris, je pourrais te l'envoyer sans problème. D'accord, merci. Ouais. Donc, voilà pour les articles auxquels vous pouvez vous référer. Mais comme je vous dis, posture énonciative, ça ne couvre pas nécessairement tout. Voilà pour ça. Donc, ça finit la conférence. Merci d'être là. Puis, s'il y a des questions, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les amener maintenant. Tiens.